Bonjour, bienvenue dans ce nouveau RIDA, dans cette nouvelle RIDA rencontre. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Alouette, qui est enseignant d'activité physique adaptée sur le centre hospitalier Charles Perrins. Donc, c'est un des trois APA, vous l'entendrez assez souvent dans cette intervention, du centre hospitalier Charles Perrins, et Julie Colomba, diététicienne addictologue sur le XAPA du pôle interétablissement d'addictologie. Et donc le propos est sur votre écran. Donc c'est l'intérêt de l'activité physique adaptée dans la prise en charge en addictologie, en s'appuyant sur le retour d'expérience d'un projet qui est mené depuis un an entre le XAPA et l'activité APA du centre hospitalier Charles Perrins, et qui s'appelle un atelier qui s'appelle En Action. Donc je laisse tout de suite la parole à Rémi et Julie pour, pour nous présenter cette activité. Donc, cette action, pour rappel, hein, la présentation va durer une demi-heure et après, on a un temps d'échange à peu près équivalent d'une demi-heure avec les participants de la visio RIDA. Merci. Merci pour l'invitation. Donc moi je suis Julie Colomba, je suis donc diététicienne spécialisée sur le XAPA situé sur Charles Perrins et qui intègre donc le pôle interétablissement d'addictologie. Et donc on a proposé en fait de faire cette présentation voilà, pour pouvoir à la fois partager un atelier très concret hein, dans le cadre d'un service d'addictologie et aussi pouvoir discuter de l'intérêt de l'APA auprès du public qui est suivi sur de la structure d'Addicto. Et c'est vrai que c'est un partenariat qu'on a développé en 2024. Donc, on va vous présenter un peu tout ça. Et Rémi est présent pour représenter cette partie-là de l'APA. Merci. Du coup, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Rémi Alouette, du coup, donc enseignant en activité physique adaptée sur le centre hospitalier de Charles Perrins depuis maintenant 2019. Voilà, qui a pour mission un petit peu de développer de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins sur l'ensemble des unités de l'hôpital. Et du coup, il y a depuis toujours eu un lien avec notamment le XAPA sur l'activité physique adaptée proposée pour les usagers du XAPA. Et là, on a voulu un petit peu plus aller un peu plus loin avec Julie, avec justement sur cet atelier en action pour renforcer un petit peu la prise en charge spécifique avec ces outils que sont l'activité physique adaptée et la nutrition couplée. Donc, voilà, on voulait vous faire un petit retour d'expérience, comme a dit Julie, sur cet atelier-là. Donc la feuille de route. La feuille de route donc, pour notre présentation, donc Rémi va vous représenter un peu ce qu'est l'activité physique adaptée et comment il travaille sur l'hôpital Perrins. On va questionner l'intérêt de l'APA pour les publics en addicto, pourquoi aussi le coupler avec une approche nutritionnelle. On présentera plus concrètement l'atelier et du coup, on vous évoquera aussi notre expérience et avec l'idée de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez ou vos commentaires. Alors du coup, je vous présente un petit peu l'activité physique adaptée. C'est vrai qu'on a eu pas mal on en parle beaucoup actuellement depuis 2016 avec la prescription. Et voilà, je vais revenir un petit peu sur vraiment qu'est-ce que l'activité physique, le sport et l'activité physique adaptée. Du coup, je vous présente ici un petit peu différentes définitions. Donc il y a vraiment l'activité physique, la définition de l'OMS, qui est vraiment très basique, mais à la fois qui fait partie de tous les mouvements finalement du corps humain. Ensuite, on a la définition de l'activité sportive, hein, qui fait partie de justement dans l'activité sportive, on va forcément mettre de l'activité physique, mais à la différence qu'on va avoir cette orientation vers des règles avec une pratique orientée et codifiée vers la compétition. Et nous, l'activité physique adaptée par rapport au décret qui vient justement dans une définition depuis 2016 avec des activités physiques
qui peuvent être de sport, mais aussi de loisirs, et on va être basé sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques. Et du coup, nous, on est des professionnels, justement les enseignants en activité physique adaptée, qui vont utiliser cette connaissance à la fois des activités sportives et de l'activité physique pour la mettre à- à destination des usagers qu'on veut suivre en fonction de leurs capacités et de leurs besoins. Et du coup, l'enseignant en APA, donc c'est vraiment un métier qui est un peu nouveau. On a des difficultés à être un peu identifié encore dans différents secteurs, parce qu'on intervient dans le champ médico-social, sanitaire, dans le milieu associatif et aussi sportif. Mais voilà, on est souvent associé à coach, animateur, mais on essaie d'avoir quand même cette identité de l'EAPA, l'enseignant en APA, qui a une formation du coup de niveau licence Bac+3 ou master, et qui est donc une formation universitaire. Et on a, là je vous ai remis un petit peu la définition, hein, ça revient un petit peu sur la diapo suivante, mais avec vraiment cette spécificité de adapter en prenant la personne dans sa globalité et de lui proposer une activité physique qui va lui convenir, qu'elle va pouvoir mettre dans son quotidien, dans la régularité, pour qu'elle puisse en tirer des bénéfices pour sa santé. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ce contre quoi on essaie de se différencier hein, par rapport à toutes les interventions, le milieu professionnel dans lequel les enseignants en activité physique adaptée pratiquent. Mais voilà, c'est une collègue à moi qui a fait ce schéma qui reflète bien un petit peu parce qu'on est souvent appelé le coach, les animateurs, on n'est pas non plus un professionnel de santé ni paramédical. Donc, on n'est pas en remplacement d'un kiné, on n'est pas du sport. Par contre, on va utiliser l'activité sportive dans un but de façon adaptée, par exemple, mais on ne va pas faire du sport dans la logique compétition et intensité, forcément règles spécifiques. C'est une activité qui est reconnue. Vous allez le voir là dans la littérature, on se base sur la science pour proposer nos activités physiques. Ce n'est pas que de l'animateur, c'est pas que du loisir et c'est pas issu d'une formation courte. Voilà, donc c'est un petit schéma qui ressemble bien, mais vous avez un petit peu à l'intérieur tout ce qu'on peut être. Et du coup, on est encore aujourd'hui à démontrer un peu notre profession. Donc, je voulais voilà, vous promettre de vous resituer par rapport à l'éducateur sportif classique. On va dire, on est vraiment un éducateur sportif avec des compétences sur l'adaptation, parce qu'on a des connaissances sur les pathologies et sur l'activité physique et sportive. Donc sur l'hôpital de Perrin, pour vous expliquer assez brièvement, donc on est trois enseignants APA à temps plein. Nous, on est rattaché donc à la direction des soins de l'hôpital de Charles Perrin. Donc on agit en transversalité à travers tous les pôles de l'hôpital. Toutes nos séances sont ouvertes à tous les patients hospitalisés, et notamment aussi avec les unités spécifiques du XAPA et du SUAP qui sont en ambulatoire. On agit sur prescription d'activité physique adaptée. Donc là, c'est depuis le décret 2016 de prescription. On a œuvré depuis que je suis arrivé en 2019 pour un peu formaliser ça, parce qu'en intra-hospitalier, il n'y avait pas forcément de prescription spécifique existante. Et du coup, maintenant, de plus en plus, les psychiatres et les équipes de médecine aussi somatique nous prescrivent des patients sur tel ou tel type d'activité avec telle ou telle fréquence et intensité. Donc, c'est quelque chose qui est encore nouveau aussi et qui a tendance à se fidéliser sur l'hôpital. Voilà, des séances plutôt collectives, individuelles, c'est assez rare, mais on a un panel d'activités alors sur le planning. Voilà. Donc, ça, c'est un peu notre planning d'activité par semaine où les patients viennent, suite à la prescription, s'inscrire sur les activités. Et vous voyez qu'on a un panel très diversifié d'activités, puisque finalement, toutes nos activités sont adaptées voilà, aux capacités des patients, à leurs envies. Et on touche à peu près voilà, 150, on va dire 150 prises en charge par semaine sur l'ensemble de ce planning. Voilà, donc vous avez vraiment des choses qui sont à la fois très adaptées. Des fois, forcément, on va utiliser l'activité tennis, hein, je pense exemple, mais bien sûr qu'on va pas faire des matchs de tennis de la compétition, on va faire des ateliers autour de l'activité. On va un petit peu déconstruire, mais on est sur cette organisation-là, en fait, cette proposition-là. Du coup, on voulait, voilà, suite à ce premier chapitre, là, c'est pour voir les bénéfices de l'activité physique face à l'addiction.
Du coup, on a pu, avec Julie, et je reprends en 2024, en mai, on est participé au RESPAD à Paris sur l'addiction et l'activité physique. Et du coup, il y a des présentations, donc, notamment KB, c'était sur Clermont-Ferrand, je crois. Oui, Julien Cabet. Julien KB qui avait fait une présentation, addictologue, et qui a déjà pas mal étudié l'activité physique et l'activité physique face à l'addiction. Et du coup, je vous ai repris un peu là, dans ces présentations, un petit peu sur les différentes zones du cerveau, quel mécanisme permettrait comment l'APA agit sur tel mécanisme et les modalités qu'il faudrait proposer par rapport à l'activité physique pour les patients. Donc vous avez ça de manière assez précise et c'est finalement assez bien démontré. Il y a pas mal de littérature, mais il avait été bien dit que c'était encore trop peu pour vraiment avoir des effets. Il n'y a pas encore une densité de littérature pour arriver à tester de niveaux de preuve très élevés sur certains processus là, ou des mécanismes. Mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui tendraient à dire que l'activité physique, s'il y avait plus forcément d'études, elle a vraiment un intérêt sur l'addiction. Donc voilà, il y a voilà, ça reprend brièvement. Et après, il y a l'autre diapo aussi de KB qui a refait là par rapport à plein de littérature. Donc là, il y a tous les auteurs en bas, mais on voit un petit peu sur tous les différents aspects, comment l'activité physique a des impacts, puisque là, on s'intéresse sur les symptômes addictologiques, mais sur d'autres dimensions neurobiologiques, somatiques, et au niveau biologie, tout ce qui est cité là, en fait, il y a des effets qui sont assez bien démontrés. Ce qui était intéressant aussi, c'était l'aspect impact immédiat de l'activité. C'est-à-dire que quand ils étudiaient le risque de rechute, ils avaient du mal, de la difficulté à prouver que en soi l'activité physique adaptée atténuait les rechutes. Par contre, il y a un effet très clair sur la diminution du craving au moment où la personne vit le craving. Le fait de se mettre en action à ce moment-là, ça permet justement d'atténuer ce craving et du coup de repousser une consommation. Et donc ça, c'est quand même assez important quand on travaille en addicto parce que il y a toujours cette lutte permanente contre cet effet craving. Et finalement, si on diminue les consommations, a priori, dans les faits, on diminue le risque de rechute. Mais la causalité, était plus difficile à démontrer. Mais en tout cas, sur un moyen d'agir de façon très concrète pour nos patients, c'est intéressant de pouvoir comprendre ça, notamment beaucoup d'études sont faites sur le tabac et finalement, à travers ces études, ça montre que à peu près 5 minutes d'activité modérée permet d'atténuer finalement le craving au tabac. Du coup, toujours dans les écrits de KB, voilà, il avait proposé sur quel type d'accompagnement finalement sont les plus efficaces sur ce type de public. Donc on est vraiment sur de l'activité physique modérée avec une intensité vraiment croissante, hein. D'où là vraiment la distinction entre l'activité sportive qui peut être des fois très codifiée, sport, compétition, intensité. Et là justement, il faut vraiment passer sur de l'activité vraiment modéré, c'est-à-dire avec un léger essoufflement, une transpiration pas excessive, hein. C'est un peu ça les messages qu'on donne un petit peu aux patients, aux usagers du XAPA sur l'intensité qu'il faudrait rechercher pour avoir le plus d'effet. Il y a beaucoup dans la littérature, on voit que c'est la marche, le renforcement musculaire, le vélo et le yoga qui sont vraiment les plus efficaces, hein. Donc ça c'est voilà, pour encore une fois vous schématiser quel type d'activité, donc pas forcément chercher à être des activités trop complexes, trop intenses. Souvent on avait le parallèle un petit peu de voilà, forcément il faut qu'on fasse une activité intense pour avoir le plus d'effet. Et finalement c'est pas du tout ce qui est le plus efficace. Voire au contraire, ça peut renforcer Exactement. le craving quand il y a justement trop de stimulation dans une hyperactivité physique et avec un risque de transfert d'addiction voilà, que l'on connaît bien. Donc c'est vrai que la modération va permettre justement d'éviter cet effet en pic, mais comme pour plein d'autres comportements finalement.
Ouais, effectivement, je reviens sur l'activité intense aussi. On a des patients qui arrivent et qui aussi vont venir de manière, des fois, on essaie de les calmer parce qu'ils risquent de blessures aussi. Ils reprennent souvent une activité de manière très intense parce qu'ils voient que c'est efficace, comme on dit, sur le craving. Mais après, ils peuvent se blesser et là, ben, on refait un arrêt de la pratique et ils peuvent tendance à peut-être rechuter. Donc voilà, donc vraiment cette idée de régularité dans une intensité très modérée. Effectivement, adapté à la condition physique, ça c'est vraiment notre regard et notre compétence là-dessus en tant qu'enseignant APA sur adapter l'intensité des propositions face à la personne qu'on va prendre en charge. Essayer de fixer des petits objectifs, ça c'est vraiment très parlant sur des activités comme le cardio training par exemple, que vous avez vu dans le planning. Nous, on va chercher à mettre des petits objectifs de distance ou de rythme, mais gagner 200 mètres sur toutes les 200 mètres de marche en plus. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose, mais finalement, ils s'attachent à ça et ça va rejoindre un petit peu leur motivation et ils vont se sentir valorisés parce qu'ils ont réussi à progresser sur des distances, sur des rythmes tenus. Mais c'est des petits objectifs qu'il faut fixer et pas laisser l'activité des fois un peu trop de manière dite sans objectif. Dès la phase de sevrage, voilà, il y a des écrits là-dessus qui fait que c'est apparemment très intéressant de la proposer dès le début, pour aussi après susciter l'intérêt pour perdurer après l'activité, enfin, après la période de sevrage. Maximiser le plaisir, donc ça c'est vraiment pas imposer une activité physique au patient, mais vraiment essayer dans un entretien un petit peu avec lui, on dit un temps motivationnel, voir quels sont ses attachements à l'activité physique, le plaisir qu'il a pu ressentir anciennement avant ses addictions, par exemple, et se baser là-dessus pour créer quelque chose, un programme qui soit vraiment adapté à ses envies du moment et qui puisse se projeter dans ces activités-là. Les adapter aux troubles cognitifs, à la motivation, à la comorbidité psychiatrique éventuelle. Voilà, donc ça c'est aussi très important de prendre ce temps-là. Alors, contourner les barrières, mais ça c'est un peu discuter avec lui sur des barrières des freins, des fois sur se rendre sur le lieu de pratique, de transport, des fois aussi d'achat de vêtements. Donc ça, c'est vraiment dans cet entretien finalement qu'on passe du temps avec le patient pour soulever un petit peu ces barrières. Et on voit finalement avec de la petite aide et de l'accompagnement, ils arrivent à prendre un petit peu conscience de ça et à petit à petit avancer sur la régularité et l'accessibilité à l'activité physique. Et voilà, et souligner les bénéfices évidemment, mais là, nous, on va renforcer toutes les petites réussites de chaque usager, chaque patient qui est en activité physique. Donc là, les 4 bonnes raisons, ça je vous ai proposé, là, c'est un guide d'intervention d'activité physique. Voilà, je cite un petit peu ce livre qui est un livre, un ouvrage canadien et québécois, où du coup l'équivalent de l'enseignant NAPA, c'est les kinésiologues là-bas, ce qui est pas complètement différent d'ici. On n'est pas forcément les kinésiologues existent en France, mais c'est pas les enseignants NAPA, tandis que là-bas, donc là, c'est un guide d'intervention qui regroupe par pathologie. Et donc, ils avaient fait là ces 4 petites bonnes raisons de pression de l'APA pour faire une petite synthèse finalement. On l'avait dit on l'a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, des 5 minutes d'activité physique accomplie, l'envie de fumer diminue fortement immédiatement. Donc, ça, c'est intéressant de l'utiliser. L'activité physique, la meilleure gestion des symptômes de manque. Ah, ça revient à ce qu'on avait dit sur le craving. Ils estiment qu'environ 2 tiers des personnes ayant trouvé l'usage de substances veulent inclure de l'activité physique dans leur quotidien et que ces personnes-là ont souvent des problèmes de santé somatique associés. Je pense que ça, vous ne le découvrez pas, mais on a des problèmes justement d'alimentation, de diabète, d'hypertension aussi associés au trouble de l'usage. Donc, voilà, dans ce même document, ils recommandaient, je crois, tu peux appuyer une fois sur, voilà, ils avaient aussi estimé que les personnes dépendantes des substances veulent être accompagnées pour devenir plus actives. Donc, vraiment cette notion voilà, d'accompagnement, et ce qui nous a amené un petit peu à cet atelier. Finalement, on constatait ils venaient de nous sur nos activités de manière un peu aléatoire, mais on n'était pas vraiment assez proche d'eux et on s'est associé du coup avec Julie sur associer la nutrition à l'activité physique et les accompagner dans un atelier un petit peu plus régulier. Les autres bénéfices aussi qu'on percevait par rapport au public qu'on reçoit au XAPA, c'est
l'intérêt aussi par rapport à la question de la gestion d'impulsivité ou l'excessivité, on va dire, enfin, cet aspect où très souvent les personnes se mettent à faire quelque chose et ils vont souvent à fond, ce qui fait qu'en général, ces risques de blessures, ce qui fait que par la suite, ces risques de démotivation et de rechute, etc. Donc l'intérêt de la passe, c'est aussi cet accompagnement en fait pour les aider à trouver la bonne mesure dans leur pratique, pouvoir s'adapter aussi aux aptitudes, parce que souvent, les personnes, en tout cas sur l'atelier, parfois, elles n'ont pas fait de sport, même un peu d'activité physique depuis des années, voire jamais. Donc, il y a vraiment cette notion d'y aller progressivement, de maintenir la motivation, puisqu'on sait que voilà, c'est un peu la pathologie de la motivation, l'addiction, et que l'intérêt d'avoir à la fois cette sensibilisation des APA à ce que c'est aussi l'addiction et aussi cette continuité de leur présence, bah, c'est important. Puis il y a la notion aussi de l'engagement, de s'engager dans un atelier ou alors de s'engager quand ils vont sur le planning de l'hôpital, ils s'inscrivent, donc voilà, ils sont attendus derrière. C'est reproposer aussi un cadre avec des horaires, un début, une fin. Il faut s'organiser pour y aller. Il faut peut-être avoir un peu mangé avant, le matin. Il faut s'hydrater pendant, avoir une tenue adaptée, etc. Donc c'est aussi retravailler toutes les règles de vie avec les personnes. Et puis c'est ne serait-ce que mettre à distance les consommations. Souvent au moins la veille au soir pour pouvoir se lever le matin, le jour J, et puis finalement de voir que d'avoir été actif, d'avoir pris du plaisir, de se sentir bien, fier, etc., ça permet aussi de repousser des consommations qui seraient arrivées plus tôt s'il n'y avait pas eu l'atelier. Et ce qui est intéressant aussi, comme beaucoup de médiation, hein, mais c'est cette idée de se remobiliser aussi dans des habiletés sociales, avec le respect de règles, le respect du groupe, le fait de devoir communiquer avec d'autres pour pouvoir faire telle ou telle activité. Et donc, on les remobilise aussi dans leurs compétences psychosociales. Et bien sûr, on en a déjà parlé, mais ce qui est au cœur de toutes les propositions, c'est aussi de pouvoir prendre du plaisir en fait à faire des choses, parfois des choses que je ne connaissais pas ou des choses que je ne pensais jamais pouvoir réussir à faire. Et donc, pourquoi on a choisi de faire un peu ce binôme? Parce que je dirais que la part en soi, elle pourrait aussi se satisfaire. Mais en addicto, on est quand même avec des publics qui, comme vous le découvrez sûrement pas, ont un état nutritionnel extrêmement dégradé, souvent une malnutrition générale, voire de la dénutrition, des habitudes défavorables du fait de l'addiction très souvent. Beaucoup de croyances aussi, de représentations sur les besoins, sur le fait que finalement le corps n'existe pas vraiment et je peux manger juste à l'envie, ou alors j'ai zéro plaisir à la prise alimentaire. Donc c'est aussi l'idée de revoir un peu ces croyances. Il y a aussi parfois des profils qui sont aussi touchés par des troubles du comportement alimentaire avec aussi beaucoup de distorsions. Donc c'est intéressant de reprendre aussi tous ces aspects-là. Il y a un risque très fort de compenser le craving sur les aliments renforçants, les aliments gras, sucrés, salés, avec très souvent des prises de poids pendant la période de diminution ou d'arrêt des consos. Et puis, une difficulté interoceptive à repérer les sensations internes, la faim, la soif. Et de fait, les apports et les dépenses, c'est deux choses qui sont complémentaires, indissociables. Et donc, c'est aussi pour ça que ça nous paraissait intéressant de pouvoir travailler comme ça en binôme pour finalement retracer l'ensemble des besoins physiologiques du corps humain et d'à la fois aborder ce que je mets dans mon corps, mais aussi de pouvoir expérimenter la manière dont je dépense cette énergie. Et donc, au sein du XAPA, pardon, ça va vite, on a réfléchi à pouvoir créer un atelier spécifique
D'une part parce qu'on repérait que nos patients avaient quand même du mal, si ce n'est à accéder aux activités qu'a présenté Rémi, en tout cas à se maintenir dans une régularité, avec des creux de participation aussi régulièrement. Sur le plan vraiment de l'aspect alimentaire, depuis le Covid, on ne proposait plus d'ateliers thérapeutiques sur le XAPA autour de cette question-là. Donc il y avait quand même une volonté de refaire quelque chose autour. Et puis, voilà, une collaboration qui existe depuis quand même quelques temps avec le gouvernement APA, et donc un intérêt, une volonté à travailler ensemble, et puis aussi rajouter de la pluridisciplinarité que l'on a déjà au XAPA, mais avec cette touche spécifique de l'APA. Et donc, voilà, on s'est rencontrés fin 2023, début 2024, donc à plusieurs professionnels. Donc, il y a, pour la partie XAPA, il y a donc moi-même, il y a Elodie Mazot qui est CESF, et cette année, s'est rajoutée aussi Sophie Darcy qui est infirmière. Et côté APA, donc il y a Rémi Alouette, il y a Gwen Canvé et Amy Bertin qui est aussi présente sur des temps de réunion. Et donc, ce qu'on a fait à travers ces temps de rencontre, c'est de réfléchir ensemble à la création d'un atelier qui soit à la fois pertinent du point de vue APA, mais aussi du point de vue nutritionnel, et aussi dans la spécificité de nos publics addictos. Et donc, cette construction s'est concrétisée en mars 2024 avec la première session. On a pu en faire une deuxième en septembre-novembre de l'année dernière, donc. Et cette année, on va relancer une prochaine session au mois de mai. Et donc, on voulait voilà, faire part un peu de cette expérimentation 2024. Donc, les objectifs de l'atelier, c'est de favoriser l'accès à une APA pour les patients qui sont suivis au XAPA, pouvoir sensibiliser à des comportements alimentaires favorables à leur santé, transmettre des outils pour les rendre un peu plus acteurs au quotidien, et puis avoir une incidence sur l'addiction, ne serait-ce que sur le temps pardon, de la séance, mais aussi avec l'idée que ça se diffuse sur du plus long terme. Le public qu'on cible pour l'atelier, c'est un groupe de minimum 3, pour l'instant c'est pas arrivé, mais 8 personnes maximum. Voilà, pour avoir une dynamique aussi collective, et puis pour notamment on fait du sport co à un moment donné, c'est plus intéressant d'être un peu nombreux aussi pour pouvoir prendre du plaisir autour de ça. Dans le parcours de soins, les personnes peuvent être autant en début de prise en charge, mais aussi suivies depuis un certain temps, mais plutôt dans l'idée aussi d'une réduction peut-être en cours, ou voire d'une période d'abstinence, et dans l'idée de consolider cette abstinence. Bien sûr, comme aussi beaucoup d'activités, ça nécessite une stabilité quand même suffisante, même si les personnes ne sont pas forcément abstinentes sur le temps de la session, mais qu'en tout cas, il n'y ait pas trop de difficultés à s'inscrire dans le temps, par rapport aussi aux comorbidités psychiatriques, puisque les séances sont une fois par semaine, pendant 2 heures et demie, à peu près sur une temporalité de 1 mois, avec une séance à distance, donc ça fait 2 mois, quoi. Et ce qu'on essaye de cibler le plus, c'est des personnes qui sont éloignées de l'activité physique, ou qui auraient envie mais qui n'arrivent pas à s'engager dans l'activité. Et l'idée de l'atelier, c'est de pouvoir voilà, mettre un peu le pied à l'étrier et se tester un peu voilà, dans un groupe assez contenant et soutenant. Du coup, ça demande aussi de communiquer pas mal auprès des patients. Donc, on communique par le biais des différents référents, on réfléchit en équipe à quel profil, quelle situation pourrait peut-être correspondre un peu aux critères. On fait passer un flyer pour les patients pour qu'ils puissent aussi se saisir un peu de l'activité. Et puis ensuite, on se met en contact, les référentes côté XAPA, des personnes qui nous ont été indiquées par l'équipe,
pour les contacter, leur représenter l'atelier, les rassurer sur des modalités aussi. Voilà, c'est important quand même de pouvoir si ce n'est les voir, en tout cas les contacter en amont. Et puis du côté professionnel, régulièrement, on promeut l'atelier en staff, on communique voilà, au maximum pour qu'il y ait du recrutement de patients. Et puis, à la suite des séances, on fait un retour systématiquement le lendemain en staff pour dire aussi comment s'est passé les séances pour chacun, s'il y a des choses significatives. Et on fait des transmissions dans le dossier médical de chaque patient. Et on fait un bilan à la fin de la session en réunion d'équipe, en réunion clinique, voilà, pour reprendre pour chaque patient ce qui s'est passé, les objectifs qui s'étaient fixés, et puis surtout qu'il y ait une continuité à ce qui a été travaillé sur ce temps d'atelier. Donc voilà, ça c'est le flyer. Pour vous donner une idée sur un peu ce qu'on va communiquer aux patients, c'est l'idée que cet atelier, c'est aussi pour se remettre en forme, prendre du plaisir, faire le plein d'énergie, etc., pour essayer un peu de les motiver. Il y a toutes les informations voilà, pratico-pratiques. Il y a un certificat médical qui est demandé de non-contre-indication à la pratique d'APA. Et puis, on reprécise que voilà, c'est important qu'ils aient au moins une tenue confortable, même si des baskets, par exemple, toutes les personnes n'en ont pas forcément, mais au moins des chaussures qui soient le plus confortables possible. Ça peut parfois justement permettre un objectif d'achat. Ça a été le cas d'un patient sur la deuxième session qui a été accompagné par son éducatrice pour justement aller acheter des baskets adaptées à la pratique d'activité physique. Et je reviens, c'est vrai qu'on avait mis 2h30, alors c'était pas 2h30 d'activité physique, hein, forcément, on avait bien précisé beaucoup d'échanges, après on arrive des contenus, on va leur expliquer, mais il y avait 1 heure de mise en mouvement de manière très séquencée, adaptée et progressive, pour pas non plus effrayer peut-être certains patients qui se disent oh non, ça, qui ne se sentaient pas capables de tenir le temps de l'activité, mais c'était pas 2h30 d'activité physique. Donc c'est ça, le déroulement, donc c'est 4 séances. Même si les patients nous disent souvent que c'est court, en fait, pour l'instant, c'est un choix de rester sur 4 séances parce que quand c'est trop, on sait qu'avec les rechutes, voilà, la démotivation et puis tout un tas de choses qui arrivent sur un mois, on peut aussi en perdre. Et finalement, là, sur ce format-là, pour l'instant, on a quand même peu de déperdition. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ce qu'on a rajouté sur la deuxième session, c'est une séance à distance pour justement permettre un peu le fil rouge du mois et de se dire, voilà, moi j'ai dit que j'irais marcher. Et en fait, on refait le point un mois après. Est-ce que ça a été possible ou pas? Et ça peut me permettre voilà, soit de maintenir une motivation, soit s'il n'y a pas eu, de la relancer un mois après la fin on va dire, des 4 séances. Donc, c'est une co-animation systématique, un enseignant APA et moi-même, et avec en plus le soutien toujours d'un autre professionnel du XAPA, un CESF ou infirmière, pour aussi être vigilant à la dynamique de groupe, à des difficultés éventuelles individuelles le temps de la séance, et puis aussi pour être on le fait tous, on est tous au même niveau, et donc que ce soit les professionnels ou les patients, parfois on est à l'aise sur certains types d'activités, mais moins sur d'autres, et finalement ça c'est humain, et il n'y a pas de différence soignants-soignés par rapport à nos aptitudes aussi physiques. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ce qu'on essaie de proposer, c'est un temps d'auto-évaluation en début, en fin de séance, pour que la personne elle-même puisse voilà, se questionner sur comment elle se sent aujourd'hui, au niveau un peu de l'humeur, on appelle ça la météo du jour, sur ses sensations corporelles aussi. Donc on propose des pictos en fait pour se représenter. Alors c'est pas exhaustif non plus, mais entre un état un peu déprimé, un peu fatigué, un peu mou, et tout à droite un état plus tonique, dynamique et voilà plutôt actif. Et puis on leur demande aussi de s'auto-évaluer au niveau du craving.
sur l'échelle de 0 à 10 en début de séance et en fin de séance pour voir est-ce qu'il y a eu une évolution aussi au cours de la séance de cet indicateur-là. Et donc, comme l'a dit Rémi, sur les 2h30, il y a déjà le temps de l'auto-évaluation. Et puis ensuite, en systématique, on consacre à peu près 1 heure sur l'aspect alimentation et 1 heure sur la mise en mouvement. Et donc, pour la partie alimentation, on va le faire de façon progressive. Avec, sur la première séance, on reprend les notions de base, en fait, sur à quoi ça sert finalement de s'alimenter, c'est quoi les besoins physiologiques du corps, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on dépense de l'énergie. Au-delà de l'activité physique, il y a aussi le métabolisme de base. Et donc, face à ça, il y a nécessité d'avoir des apports qui soient adaptés. Donc, on aborde les différents groupes d'aliments, le rythme aussi journalier, puisqu'on a aussi souvent des inversions de rythme chez les patients en addicto. Et donc, on resitue par rapport au fonctionnement du corps et du rythme nictéméral, l'intérêt de s'alimenter en première partie de journée plus qu'en fin de partie ou dans la nuit. Donc ça permet aussi d'aborder les habitudes des uns et des autres. On questionne aussi la gestion du craving sur les aliments palatables et ce phénomène de compensation qui est souvent très présent. Et puis l'idée aussi de cette partie alimentaire, c'est de proposer des choses concrètes avec la prise de repas qui soit plutôt simple et équilibrée. Et donc, sur la dernière séance, enfin la 4e séance, on propose un repas le midi, qui est un sandwich, en fait, très simple, mais suffisant. Et le petit-déj qu'on propose aussi sur la 5e séance à distance, parce que très souvent, nos patients aussi ne mangent pas le matin. Et donc, même les matins de séance, on leur propose une compote et un pain au lait, en fait, pour ceux qui n'ont pas déjeuné avant de partir pour la séance, aussi pour être dans cette sensibilisation autour de l'intérêt de manger le matin. Et donc, les outils ont été construits de façon à ce qu'ils soient visuels, interactifs, qu'il y ait une participation active des personnes, voire même d'utiliser un peu la mise en mouvement ou l'activité physique pour parler d'alimentation, en fait, pour les mettre en mouvement, et puis de travailler concrètement sur de la dégustation. Et l'idée aussi, c'est pas de faire de la théorie et d'imaginer qu'ils vont manger 3 fois par jour, 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais en fait, d'avoir un discours aussi de réduction des risques, de s'adapter à la réalité des personnes que l'on sait souvent difficiles et des habitudes souvent délétères. Et l'idée, c'est de réfléchir à des choses pratico-pratiques et qui soient reproductibles dans leur quotidien. Du coup, sur le côté activité physique adaptée, on a volontairement mis des activités un peu plus sur la chronologie en fait des séances sur de plus en moins du moins intense au plus intense, on va dire, sur les 4 premières séances, avec une recherche d'intensité progressive et aussi de collaboration, de communication entre eux, donc pour développer tout ce qui va être habilité sociale, et aussi avec cette notion de groupe là qui s'est construit sur les séances. Donc, on a le curling, la marche plutôt au début, et après la boxe et le sport co sur la fin de l'atelier, avec des interactions qui se sont créées suite à l'ensemble des séances, avec de la coordination, de la concentration. Voilà, donc toujours avec en gardant en tête cette notion de plaisir qu'on a essayé de rechercher à chaque fois sur toutes les situations qu'on a pu mettre en place sur l'activité physique pour vraiment les renforcer et qu'ils aient forcément envie de se remettre de manière régulière après à l'activité physique. Ouais, on va faire rapide puisqu'on nous signale que le temps est déjà dépassé, mais c'est bon, il reste en gros cette diapo. En gros, le bilan de tout ça, c'est que les 2 sessions qu'on a fait l'an dernier nous confortent dans l'idée de poursuivre la proposition de ce type de médiation. On a pu toucher une quinzaine de patients avec hommes et femmes, tout type d'addiction, tout type d'aptitude physique aussi.
Et en reprenant les auto-évaluations, il y a voilà, une amélioration sur les 2 séances, qui est plus nette sur la première que la deuxième. Et finalement, dans la deuxième, à la fois, a priori, ils allaient un peu mieux en début de séance que la première session. Et par contre, sur la motivation dans le temps, on a quand même plus de patients de la deuxième session qui se sont inscrits après sur le planning qui est présent sur l'hôpital, qui se sont remobilisés en tout cas au cours de l'atelier ou après l'atelier que lors de la première session. D'où l'intérêt de cette séance à distance. On a voilà, un retour quand même très positif des participants, une satisfaction qui est forte et vraiment des retours aussi auprès des référents hors, hors séance qui est positif, qui les a redynamisés, remobilisés aussi même dans leur quotidien. Ça, c'est important symboliquement. Il y a vraiment cette idée que je me remets en mouvement. Et on a pu voir pour certaines personnes que ça a eu des effets autres que sur l'activité physique. Il y a vraiment une plus-value aussi à ce binôme parce que nous, on est dans le soin, voilà, on est soignant, on a un soin discours, voilà, très porté sur l'addiction, etc. Et finalement, là-bas, ils ont aussi ce côté léger, dynamique, tourné justement sur l'extérieur qui fait aussi du bien, je pense, à nos patients, puis à nous aussi. Euh, et puis, les perspectives, c'est la poursuite sur cette année de cet atelier, de renforcer le lien avec les activités qui existent déjà sur l'hôpital. C'est pour ça voilà, l'intérêt du RIDA, mais aussi on invite tous les trimestres les enseignants sur une réunion au XAPA pour dire que, voilà, qu'ils existent, réexpliquer ce qu'ils font, et puis que nous, les professionnels, on pense à orienter aussi nos patients et dans cette orientation que peut-être on le fasse aussi physiquement, qu'on les accompagne jusqu'à la salle, qu'on les fasse rencontrer en amont Rémi, Gwen ou Amy, pour qu'il y ait déjà un lien qui se crée et que ça facilite, ça favorise la suite. Et puis peut-être dans un futur proche, de réfléchir à une offre d'APA qui est vraiment dédiée aux patients du XAPA sur un accompagnement peut-être individuel, mais ça, voilà, c'est dans des idées. C'est vrai que c'est des choses qu'on a pu constater. C'est vrai que c'est un public qui est un peu différent forcément du public qu'on prend en charge de manière globale sur les autres unités de soins vraiment psychiatriques. Du coup, voilà, ouvrir peut-être à la création d'un lien ou d'un poste d'enseignant à part, accroché plus spécifiquement que XAPA. Ça, c'est peut-être dans les futurs projets d'établissement. Et voilà, du coup, c'est des images pour vous faire visualiser un petit peu les différents types d'activités qu'on a pu mettre en place sur cet atelier. Voilà. Merci. On a terminé pour notre Merci à vous. Merci.